Le soir du réveillon du Nouvel An, j'avais invité mon fils, ma belle-fille et mon petit-fils à célébrer ensemble. Nous rions autour de la table à manger quand le téléphone de mon fils a sonné et il a disparu au sous-sol. Mon petit-fils de 9 ans, Théo, s'est excusé pour aller aux toilettes au même moment. Quand il est revenu, son visage était blanc comme un linge, les mains tremblantes. Il a attrapé mon bras et a chuchoté: Grand-papa, on doit partir tout de suite. J'ai entendu papa parler de toi. Ce que Théo m'a dit ensuite m'a glacé le sang. À 22h30 ce soir-là, j'étais enfermé dans ma salle de bain, composant le 15 pendant que mon fils essayait d'enfoncer la porte. Je m'appelle Henri Dubois, et avant de vous raconter ce que Théo a entendu cette nuit-là, laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Je dressais la table quand le souvenir m'a frappé. Isabelle, ma femme, il y a 3 réveillons, qui riait en brûlant les petits pains. Henri, après 42 ans de mariage, tu penserais que j'aurais maîtrisé le four, avait-elle dit. J'avais embrassé son front et lui avais dit que les petits pains étaient au parfait. Ce soir, les petits pains venaient de la boulangerie Poilane. La table semblait trop grande. Et pour la première fois en 43 ans, j'organisais le réveillon seul. La sonnette a retenti à 17h15. J'ai ouvert pour trouver Sébastien qui secouait la neige de ses chaussures. Camille, ma belle-fille, derrière lui avec son sourire étudié, et Théo, mon petit-fils de 9 ans, serrant un sac à dos comme un bouclier. Papa. Sébastien m'a pris dans une brève accolade. J'ai senti l'odeur d'un parfum coûteux. Quand il s'est reculé, j'ai remarqué la montre à son poignet. Une Rolex en or rose, le genre qui coûte plus que ce que je gagnais en 6 mois d'enseignement de littérature française au lycée Voltaire. Le mois dernier, il m'avait dit que l'argent était serré. J'avais proposé de l'aider. Il avait refusé. La montre disait le contraire. Laissez-moi prendre vos manteaux, ai-je dit. Camille m'a tendu le sien et j'ai aperçu son sac à main sur la table d'entrée. Hermès, 4 000 € minimum. Le dîner sent délicieusement bon, dit Camille d'un ton trop enjoué. Qu'est-ce qu'on mange? Coq au vin, purée de pommes de terre, haricots verts d'Isabelle. Oh, son sourire a vacillé. Formidable. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger. J'avais dressé 4 couverts sur la table en chêne que mon père avait construite. Sébastien a tiré la chaise de Camille, puis la sienne, ses yeux dérivant déjà vers son téléphone. Théo s'est assis à côté de moi, silencieux. J'ai ébouriffé ses cheveux. Comment ça va à l'école, mon bonhomme? Ça va? Il n'a pas levé les yeux. J'avais enseigné pendant 38 ans. Je connaissais la différence entre ça va et regarder quelque chose qu'on ne comprenait pas. Théo regardait son père. Le téléphone de Sébastien a vibré plusieurs fois. À chaque fois, sa mâchoire se crispait. Il vérifiait l'écran, ses jointures blanchissant, puis le reposait sans répondre. Tout va bien au travail? Ai-je demandé en passant le coq au vin. Ça va? Le même mot creux que Théo avait utilisé. Camille a rempli le silence avec du bavardage. J'ai hoché la tête au bon moment. Mais j'observais Sébastien. Mon fils avait toujours été facile à lire. Quelque part, entre les petites équipes de foot et le développement immobilier, il avait appris à cacher ses émotions. Mais un père sait. Ce soir, j'ai vu la peur. Le téléphone a vibré encore. La fourchette de Sébastien a claqué. Pardon? A-t-il marmonné. Le travail, c'est... Il n'a pas terminé. Le téléphone était déjà à son oreille. Je dois prendre cet appel. Le sourire de Camille n'a jamais vacillé. Bien sûr, chérie. Sébastien a regardé l'écran et quelque chose a changé dans son expression. Il s'est dirigé vers le sous-sol. La porte a cliqué. Camille a continué à parler, mais je n'écoutais pas. Je regardais Théo. Il avait posé sa fourchette. Son jeune visage était troublé, les yeux fixés sur l'embrasure vide où son père avait disparu. C'était la même expression qu'il avait portée aux funérailles d'Isabelle. Avant que je puisse lui demander s'il allait bien, Théo a repoussé sa chaise et s'est levé. « Il faut que j'aille aux toilettes », a-t-il marmonné. « Chérie, utilise celle d'en haut », a commencé Camille. Mais il était parti. Je suis retourné débarrasser les assiettes. Mais quelque chose me tracassait. Théo n'était pas monté à l'étage. J'avais entendu ses pas longer le couloir vers le sous-sol. Mon estomac s'est noué. J'ai posé la vaisselle et me suis dirigé vers la porte du sous-sol. Avant que je l'atteigne,
La porte s'est ouverte et Théo a trébuché à travers. Son visage était blanc comme un linge. Je l'ai rattrapé alors qu'il trébuchait presque. Il tremblait. Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai tiré vers la cuisine, loin du bavardage de Camille. Les mains de Théo ont agrippé ma manche. Grand-papa, j'ai entendu papa parler. Chérie, tu ne devrais pas écouter aux portes. Il m'a coupé, terrifié. Il parlait de toi. Mon sang s'est glacé. Que veux-tu dire? Il a dit mourir. Et ce soir est ton nom. Je me suis accroupi, agrippant ses épaules. Tu es sûr? Il a dit chaudière et carbone quelque chose. Et des chiffres, de gros chiffres, 750 000. Le sol a basculé sous moi. Grand-papa, il a dit d'ici demain matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Monoxyde de carbone. Le détecteur de CO manquant dans ma chambre. Chaudière. 750 000 euros. Mon assurance vie. Sébastien était le bénéficiaire. Non, c'était insensé. Théo avait mal compris une conversation sur l'assurance d'une propriété de client. Mais mes mains tremblaient. Est-ce qu'il t'a vu? Théo a secoué la tête. Je me suis caché derrière le chauffe-eau, mais grand-papa, sa voix était bizarre. Des pas dans l'escalier du sous-sol. Sébastien qui remontait. J'ai serré l'épaule de Théo. Pas un mot à qui que ce soit. Promets-moi. Théo a hoché la tête, les yeux énormes de peur. La porte de la cuisine s'est ouverte. Tout va bien? A demandé Sébastien. Son ton était désinvolte. Ses yeux ne l'étaient pas. Ils allaient entre Théo et moi, perçants, évaluateurs. J'ai senti la main tremblante de mon petit-fils dans la mienne. Ça va, ai-je dit, plus fermement que je ne le sentais. Théo m'aidait juste avec la vaisselle. Théo a hoché la tête, mais ses doigts tremblaient en prenant un torchon. Sébastien nous a étudiés. Pouvait-il entendre mon cœur marteler? La voix de Camille a appelé du salon. Sébastien, les Martineaux sont là. Il s'est détourné, mais pas avant que j'attrape quelque chose dans son expression. Du calcul. La sonnette a sonné. Les Martineaux, voisins depuis 15 ans, arrivaient avec une casserole et des sourires. Derrière eux viendraient d'Ars les Moreau, les Kowalski, visages familiers qui avaient rempli notre maison chaque fête depuis qu'Isabelle et moi avions emménagé à Neuilly-sur-Seine. Ils boiraient du champagne, riraient, compteraient jusqu'à minuit. Aucun d'eux ne saurait. Je me tenais dans ma cuisine, tenant la main tremblante de mon petit-fils, et la vérité s'est cristallisée. Mon fils, mon unique enfant, prévoyait de me tuer cette nuit. Pendant les 30 minutes suivantes, j'ai joué l'hôte gracieux en pilote automatique. Les Martineaux, les Moreau, les Kowalski remplissaient ma maison de chaleur et de bavardage. Mais tout ce que j'entendais était la voix de Théo. Chaudière, monoxyde de carbone, ce soir. Il devait y avoir un malentendu. Mais j'avais besoin de savoir. Vers 19h, j'ai regardé Sébastien accueillir les patelles à la porte d'entrée, le dos tourné vers moi. C'était maintenant ou jamais. La maison semble froide, ai-je annoncé. Je vais vérifier la chaudière. Oh, laisse Sébastien le faire plus tard, a protesté Camille. J'étais déjà en mouvement. Je vérifie cette chaudière depuis 40 ans. Ça ne prendra qu'une minute. Je suis descendu les marches, chaque pas semblant une descente vers un cauchemar. Le sous-sol était froid, silencieux. Je me suis approché de la chaudière. Je me suis accroupi, examinant le conduit d'évacuation. Il devrait évacuer dehors par le mur. Au lieu de cela, il avait été redirigé. Quelqu'un avait déconnecté le tuyau externe et l'avait pointé vers le haut, vers l'évent du plancher menant directement à ma chambre. Le travail était récent. Je pouvais voir des égratignures fraîches sur les connexions du tuyau. Ma gorge s'est serrée. Près de la chaudière se trouvait une poubelle. À l'intérieur, mon détecteur de CO. Je l'ai sorti, ouvert le compartiment à pile. La pile était bonne. 9 volts, complètement chargée. Quelqu'un l'avait retiré délibérément. Les pièces se sont mises en place avec une clarté terrible. Quand la chaudière fonctionnerait cette nuit, le monoxyde de carbone se déverserait dans ma chambre au lieu de sortir dehors. Je m'endormirais et ne me réveillerais jamais. Empoisonnement accidentel au CO. Et Sébastien toucherait 750 000 euros. Mes mains tremblaient en sortant mon téléphone. J'ai pris des photos de ce conduit, redirigé sous 3 angles. Le détecteur de CO dans la poubelle. Le numéro de série de la chaudière. Au-dessus de moi,
Les planches du parquet craquaient. Des pas lents, délibérés, traversant le sol de la cuisine, se rapprochant. Quelqu'un marchait vers la porte du sous-sol. Papa? La voix de Sébastien du haut des escaliers. J'ai fourré mon téléphone dans ma poche. Je vérifie juste le filtre, ai-je crié, forçant la normalité dans ma voix. Tout va bien, je remonte tout de suite. Une pause assez longue pour que j'imagine qu'il descende, me trouve avec les photos, réalise. Ne reste pas trop longtemps là-bas, a-t-il dit finalement, plus doucement. Il fait froid. Ses pas se sont éloignés. Je me tenais seul dans le sous-sol, regardant la chaudière qui aurait dû me tuer cette nuit, et j'ai senti quelque chose de froid et de dur se cristalliser dans ma poitrine. Plus de la peur maintenant, quelque chose d'autre, quelque chose de plus proche de la rage. Mon fils avait fait cela, tordu le métal et redirigé les tuyaux de ses propres mains, planifié ma mort en étant assis en face de moi au dîner. J'ai grimpé les escaliers lentement, chaque pas mesuré. En haut, je pouvais entendre de la musique, des rires, des célébrations. Ici en bas dans le sous-sol, je venais juste de trouver la preuve que mon unique enfant voulait ma mort. À 20 heures, je ne pouvais plus maintenir la façade. « Excusez-moi », ai-je dit au Moreau. « Mal de tête, j'ai besoin de m'allonger. » Des murmures inquiets m'ont suivi à l'étage. J'ai verrouillé la porte de ma chambre et entendu le verrou cliquer comme un coup de feu. Derrière moi, les sons de fête. Devant moi, mon téléphone brillant avec des photos que j'aurais souhaité qu'elles n'existent pas. Je me suis assis au bord du lit qu'Isabelle et moi avions partagé pendant 40 ans et j'ai regardé la preuve que mon fils prévoyait de m'assassiner cette nuit. J'ai fait défiler les photos encore une fois, espérant que je les avais mal lues. Le conduit redirigé était clair, sans équivoque, intentionnel. J'ai vu Sébastien à 8 ans dans son uniforme de petite équipe de foot. « Je t'aime, papa », avait-il dit. Quand ce garçon était-il devenu ceci? Je me suis souvenu d'Isabelle 2 mois avant que le cancer ne l'emporte. Elle avait serré ma main. « Surveille Sébastien. Il prend toujours le chemin facile. Des raccourcis. » J'avais écarté cela. « Il est juste ambitieux, Isabelle. » « Non, » avait-elle dit. « Il est désespéré, et les gens désespérés font des choses désespérées. » Je n'avais pas compris alors. Je comprenais maintenant. Les signes que j'avais ignorés me sont revenus en masse. L'année dernière, Sébastien demandant à propos de mon assurance vie. Il y a 6 mois, suggérant que je mette à jour mon testament. Il y a 3 mois, insistant pour que j'emménage avec eux. J'avais pensé qu'il était prévenant. Il était stratégique. Mes options se sont bousculées dans mon esprit. Le confronter directement? Non. Il était désespéré, dangereux. Si acculé, que ferait-il? Plus important encore, la chambre de Théo était aussi au 2e étage. Le monoxyde de carbone monte. Si la chaudière fonctionnait, Théo mourrait aussi. Sébastien y avait-il pensé? S'en souciait-il? Appeler la police maintenant? Oui, mais le timing importait. Si Sébastien réalisait que je savais, il pourrait fuir, ou pire. J'avais besoin d'attendre jusqu'à tard, près du moment où il s'attendrait à ce que j'aille au lit. Trouver une pièce avec un verrou. Appeler le 15. Garder Théo en sécurité. J'ai vérifié la batterie de mon téléphone. 47%. Assez bien. J'ai téléchargé les photos sur le stockage cloud. Dehors ma porte, des pas dans le couloir. Un coup doux. La voix de Sébastien, inquiète. « Papa, tu es là-haut depuis un moment. Tout va bien ?» Je me suis levé, j'ai empoché mon téléphone et j'ai ouvert la porte. Sébastien remplissait l'embrasure, rétroéclairé par la lumière du couloir. Dans sa main, un verre de vin rouge rubis. « J'ai pensé que tu pourrais vouloir ceci, » a-t-il dit, s'approchant. Son sourire était chaud, familier, le sourire que j'avais vu toute ma vie. « Grande soirée, ça t'aidera à te détendre. » Il a tendu le verre vers moi. Le vin a attrapé la lumière, presque noire. « Peut-être même t'aider à mieux dormir ?» a-t-il ajouté. Le mot « dormir » est resté suspendu entre nous comme une lame. J'ai regardé le visage de mon fils et j'ai essayé de trouver le monstre en dessous. Mais tout ce que je voyais était le garçon que j'avais élevé, ce qui le rendait d'une certaine manière pire. J'ai pris le verre de vin de la main de mon fils, senti son poids, senti ses yeux qui regardaient. « Merci, ai-je dit, c'est attentionné. »« Bois, a dit Sébastien.
Il n'a pas bougé, attendant. J'ai levé le verre à mes lèvres, laissé le vin toucher ma langue sans avaler. Senti les tanins amers, puis lait abaissé. Parfait. Je vais le finir en bas. Les épaules de Sébastien se sont détendues. Bien. Descends quand tu seras prêt. La fête devient animée. Au moment où il est parti, je suis allé à la salle de bain et j'ai versé le vin dans l'évier. Je l'ai regardé tourbillonner dans les canalisations, sombre comme du sang. Je me suis forcé à redescendre, le verre de vin vide à la main. La fête avait grandi, du champagne qui coulait, de la musique qui jouait, des décorations de compte à rebours qui montaient. Je me déplaçais dedans comme un fantôme, serrant des mains, hochant la tête à des conversations que je n'entendais pas. Sébastien n'arrêtait pas d'apparaître à mon coude. « Papa, tu as l'air épuisé. Pourquoi ne pas te coucher tôt? Longue journée demain. » Chaque suggestion semblait bienveillante. Chacune était un compte à rebours vers ma mort. J'ai esquivé. Je veux voir minuit avec Théo. Vers 21h30, j'ai remarqué Sébastien et Camille dans la cuisine. Ils ne me voyaient pas les observer. Camille secouait la tête, catégorique. Sébastien a agrippé son poignet, s'est penché près, a chuchoté. Son visage est devenu pâle. Il l'a relâché. Elle a hoché la tête. Je suis reculé avant qu'il me voie. Vers 22h, j'ai trouvé Théo sur le canapé faisant semblant de jouer sur sa tablette. Je me suis assis à côté de lui, gardant ma voix désinvolte. « Hé, mon bonhomme, peux-tu faire une faveur à grand-papa » Il a levé les yeux. « Quoi ?» ?»« Dors sur le canapé cette nuit. Regarde des films. Dis à maman que tu veux rester debout. » Mais j'ai agrippé son épaule. « Théo, c'est important. Si quelque chose d'étrange arrive, n'importe quoi du tout, tu cours chez les Johnson à côté. Tu appelles le 15. Tu leur dis exactement ce que tu as entendu papa dire. Tu comprends ?» Ses yeux se sont remplis de larmes. « Grand-papa, j'ai peur. » Ma gorge s'est serrée. « Moi aussi, mon bonhomme. Mais on va s'en sortir. Je te promets. » « De quoi on parle ?» La voix de Sébastien derrière nous. Je me suis retourné. Juste des trucs grand-père-petit-fils. Les yeux de Sébastien se sont plissés, voltigeant entre nous. « Tout va bien ?»« Parfait. » ai-je menti. Il n'avait pas l'air convaincu. 22h15. Le dernier invité a commencé à mettre son manteau. 22h25. Sébastien a annoncé fort « Papa devrait vraiment se reposer avant minuit. » Chorus d'invités d'accord. Le filet se resserrait. 22h30. Je me suis excusé aux toilettes, les petites au rez-de-chaussée, avec un verrou qui marchait. J'ai fermé la porte derrière moi et tourné le verrou. Il a cliqué, solide, sûr. Dehors, la voix de Sébastien. « Papa, ça va là-dedans. Tu as l'air pâle toute la soirée. » J'ai sorti mon téléphone. L'écran brillait. 22h31. 42% de batterie. 15. 3 chiffres. La fin de ma famille. La fin de tout. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel. Un coup plus fort. « Papa, réponds-moi. » La poignée de porte a remué une fois, 2 fois, testant le verrou. Il savait d'une façon ou d'une autre. Il savait. J'ai appuyé sur appel. Une sonnerie. « Allô, vous êtes en ligne avec le SAMU. Quelle est votre urgence ?» J'ai gardé ma voix basse, à peine au-dessus d'un chuchotement. « Je m'appelle Henri Dubois. Je suis au 47 avenue des Acacias, Neuilly-sur-Seine. Mon fils et ma belle-fille essaient de me tuer cette nuit. » Une brève pause. Calme professionnel. « Monsieur, pouvez-vous me dire ce qui se passe ?» Ils ont saboté notre chaudière pour produire un empoisonnement au monoxyde de carbone. Mon petit-fils est dans la maison. Théo Dubois, 9 ans. J'ai des preuves photographiques du sabotage. Êtes-vous en danger immédiat en ce moment ? Oui, je suis enfermé dans les toilettes. Ils pensent que je vais dormir dans ma chambre cette nuit. Le monoxyde de carbone me tuera d'ici le matin. Monsieur Dubois, j'envoie des agents à votre adresse immédiatement. Restez en ligne avec moi. Où est votre petit-fils en ce moment ? En bas, salon. Il est loin de ma chambre. C'est la zone ciblée. Les unités sont à environ 4 minutes. Un bang sur la porte. J'ai failli lâcher le téléphone. Papa ? La voix de Sébastien plus forte maintenant. Papa, tu es là-dedans depuis 15 minutes. J'ai couvert le microphone du téléphone. Je t'ai dit que je ne me sentais pas bien. Laisse-moi entrer. Je peux aider. Je n'ai pas besoin d'aide. L'opératrice. Monsieur Dubois, n'ouvrez pas cette porte.
Je ne le ferai pas. À qui tu parles? La voix de Sébastien a changé. Perçante, suspicieuse. Camille, quelque part au-delà de la porte? Sébastien? Est-ce qu'il est au téléphone? Papa? Il frappait plus fort maintenant. À qui tu parles? Monsieur Dubois, dit l'opératrice fermement, les agents sont à 2 minutes. N'engagez pas. Restez enfermés à l'intérieur. J'essaie. Le cadre de porte tremblait. Sébastien jetait son poids contre. La voix de Camille s'élevait en un cri perçant. Il appelle la police. Sébastien, il... Théo? Sébastien a crié. Théo, mets tes chaussures. On part maintenant. Non. J'ai bondi vers la porte, m'arrêtant. Théo, reste là. Grand-papa? La voix de Théo, petite et terrifiée. Les agents sont à 90 secondes, monsieur Dubois, a dit l'opératrice. Restez où vous êtes. Un crash massif. La porte s'est courbée vers l'intérieur, mais le verrou a tenu. Ils essaient d'enfoncer la porte, ai-je dit à l'opératrice. Monsieur, ne l'ouvrez pas. Les agents sont dans votre rue maintenant. 30 secondes. Un autre crash. Le bois s'est fissuré. La porte ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Puis des sirènes, proches, devenant plus fortes. Tout s'est arrêté. Oh mon Dieu, a chuchoté Camille. Sébastien. Monsieur Dubois, a dit l'opératrice. Les agents sont à votre porte d'entrée. Quand vous les entendrez s'identifier comme police, vous pouvez déverrouiller la porte de la salle de bain. D'accord? Sébastien, on doit... La porte de derrière. La voix de Camille s'estompait. Des pas qui couraient. Puis, police nationale, ouvrez la porte. Des pas lourds. On a défoncé la porte d'entrée. Monsieur Dubois, vous pouvez ouvrir la porte maintenant, a dit l'opératrice gentiment. Vous êtes en sécurité. J'ai déverrouillé la porte avec des mains tremblantes. Un agent en uniforme se tenait dans le couloir, la main sur son arme. Henri Dubois? Oui. Êtes-vous blessé? Non. Mon petit-fils, Théo. Il est en sécurité, monsieur. Il est avec l'agent Reynolds en bas. Je suis entré dans le couloir, téléphone encore pressé contre mon oreille. Sébastien se tenait à 3 mètres, visage rouge cramoisi, yeux injectés de sang. Entre nous, rien. Pas de meubles, pas d'obstacle. Juste 5 mètres de couloir et 40 ans de mensonges. Il respirait fort, poing serré à ses côtés. Derrière lui, près de la porte arrière, Camille avait une main sur l'épaule de Théo. Le visage de mon petit-fils était strié de larmes. « Laisse Théo partir », ai-je dit. Ma voix sonnait étrange, plate, creuse. C'est entre toi et moi. Tu les as appelés? La poitrine de Sébastien se soulevait. Tu as vraiment appelé la police sur ton propre fils? J'ai levé le téléphone pour qu'il puisse le voir. Laisse le garçon partir. Une sirène hurlait au loin, se rapprochant. Sébastien l'a entendu aussi. Son visage est devenu pâle, puis rouge à nouveau. Tu ne comprends pas ce que tu as fait? Sa voix s'est cassée. Ils viennent de m'arrêter. Toi, ta propre famille. Tu as saboté la chaudière, ai-je dit. Tu allais me tuer cette nuit pour l'argent de l'assurance? La voix de Camille s'est élevée, aiguë et désespérée. On n'allait pas vraiment le faire. C'était juste un plan de secours. Sébastien s'est tourné vers elle. Tais-toi, Camille. Il s'est retourné vers moi, désespoir inondant son visage. Papa, tu ne comprends pas. Je n'avais pas le choix. 645 000 € de dette. Des usuriers. Ils ont menacé de me tuer. De tuer Camille? De blesser Théo? Je me noyais. Alors tu as décidé de me noyer à la place. Son visage s'est tordu. Tu as 67 ans. Tu as vécu ta vie. Maman est partie. Qu'est-ce qu'il te reste? Cet argent dormait juste là pendant que moi... Sa voix s'est estompée puis est revenue plus faible. Tu allais mourir de toute façon éventuellement. Tu n'en avais pas besoin, ai-je dit calmement. Tu le voulais et tu étais prêt à assassiner ton père pour l'obtenir. Quelque chose s'est effondré dans l'expression de Sébastien. Papa, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Tu peux leur dire que c'était une erreur, un malentendu. La famille est censée se protéger mutuellement, Sébastien, pas s'entretuer. Des lumières bleues et rouges clignotaient par la fenêtre avant. Des bottes lourdes tonnaient sur le perron. Police, ouvrez la porte. Sébastien a regardé la porte. Moi, Théo.
Tout son corps s'est affaissé en défaite. Pendant une seconde terrible, je ne savais pas ce qu'il ferait. Sa main était encore près de l'épaule de Théo. Ses yeux étaient sauvages, comme un animal acculé. Puis quelque chose en lui s'est brisé. Je l'ai vu arriver. J'ai vu le combat se vider et ses épaules s'affaisser. Va vers grand-papa, Théo, a-t-il chuchoté. Mon petit-fils a couru vers moi. Je l'ai attrapé, l'ai tiré contre ma poitrine et senti son petit corps tremblant. Au-dessus de sa tête, j'ai regardé des agents armés faire irruption par la porte avant. Armes tirées, voix se chevauchant dans des commandements. Les mains où on peut les voir. À terre. Maintenant. J'ai pressé le visage de Théo dans mon épaule pour qu'il ne voie pas. Ne voie pas eux forcer son père au sol. Ne voie pas les menottes se refermer autour des poignets de sa mère. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. J'ai regardé le visage de mon fils être pressé dans le parquet du couloir. Regardé ses lèvres bouger, disant quelque chose, peut-être pardon ou pourquoi. Et j'ai senti 40 ans de paternité se fissurer comme de la glace qui se brise. Derrière moi, l'agent en uniforme parlait dans sa radio. Sujets en garde à vue. Les yeux de Sébastien ont trouvé les miens une dernière fois. Ils étaient vides. Je me suis détourné, j'ai serré Théo plus fort et j'ai essayé de me rappeler comment respirer. L'heure suivante est passée dans un flou de numéros d'insigne et de droits Miranda. Mon salon était devenu une scène de crime. Du ruban jaune bloquait la porte du sous-sol. Des marqueurs de preuve, un photographe documentant la chaudière, le conduit d'évacuation redirigé, le détecteur de CO désactivé. Je me suis assis sur mon propre canapé comme un invité dans ma propre maison. Théo pressé contre moi, tous les deux tremblants. Une aide aux victimes, une femme gentille nommée Patricia, nous a apporté de l'eau. Une détective s'est approchée, son insigne scintillant sous les lumières. Monsieur Dubois, je suis le capitaine Sylvie Moreau. Elle s'est accroupie à mon niveau. Début quarantaine, yeux fatigués, professionnel. Êtes-vous ou votre petit-fils physiquement blessé d'une façon ou d'une autre? Non, ai-je dit, pas physiquement. J'ai besoin que vous me montriez ce que vous avez trouvé. Pouvez-vous faire cela? J'ai hoché la tête. Patricia est restée avec Théo pendant que je menais le capitaine Moreau au sous-sol. Les escaliers semblaient plus longs qu'avant. J'ai pointé la chaudière, le conduit redirigé. Un technicien judiciaire photographiait déjà tout. Le technicien a regardé Moreau. Conduit d'évacuation délibérément redirigé. Détecteur de CO désactivé. Ce n'était pas un accident. Moreau a hoché la tête, prenant des notes. De retour en haut, je lui ai montré les photos sur mon téléphone. Elle les a fait défiler lentement, sa mâchoire se serrant. Quand avez-vous pris celle-ci? Vers 19h30 ce soir. Et vous n'avez pas confronté votre fils? J'avais peur de ce qu'il pourrait faire. J'ai attendu jusqu'à ce que je puisse appeler en sécurité. Elle a levé les yeux du téléphone. Monsieur Dubois, c'est une tentative de meurtre avec préméditation. Nous allons inculper votre fils et votre belle-fille. Maître Durand est arrivé alors, mon avocat. Madame Martineau, deux à côté, l'avait appelé. Henri, ne dis plus rien ce soir, a dit Thomas calmement. Pas sans que je sois présent. Moreau a compris. Bien sûr, nous aurons besoin d'une déclaration complète demain. Timeser au commissariat. J'ai hoché la tête. Par la fenêtre avant, j'ai regardé Sébastien être chargé dans un fourgon de police, main menottée derrière le dos. Il a tourné sa tête, a regardé en arrière vers la maison. Nos yeux se sont rencontrés à travers la vitre. Ses lèvres ont bougé. Je ne pouvais pas l'entendre. Puis un agent a pressé sa tête vers le bas et il a disparu dans le véhicule. Camille était dans un autre véhicule, assise rigide, regardant droit devant. Moreau s'est accroupi à côté de Théo. « Tu as été très courageux » a-t-elle dit gentiment. « Tu as sauvé la vie de ton grand-père. » Théo n'a pas répondu, a juste agrippé ma main plus fort. Moreau s'est levé, s'est retourné vers moi. « Monsieur Dubois, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Votre chambre et celle de votre petit-fils, elles sont toutes les deux au 2e étage, correct? » « Oui. Pourquoi? » Son expression est devenue grave. Le monoxyde de carbone est plus léger que l'air. Il monte. La concentration aurait atteint des niveaux mortels dans tout le 2e étage d'ici le matin. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. La chambre de Théo. Ils allaient vous tuer tous les deux.
J'ai regardé mon petit-fils et quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé de nouveau. Sébastien savait. Il devait savoir, et il l'avait fait quand même. Le capitaine Moreau a rassemblé son manteau et ses dossiers, s'est dirigé vers la porte. Au seuil, elle s'est arrêtée. Monsieur Dubois, a-t-elle dit calmement, avez-vous déjà soupçonné que votre fils était capable de quelque chose comme ça? J'ai regardé l'horloge. 0h47, le premier jour de 2026. Un nouveau commencement que j'avais failli ne pas vivre pour voir. J'ai regardé Théo, le ruban de scène de crime bloquant le sous-sol, l'endroit où la police avait forcé mon fils au sol. Non, ai-je dit. Ma voix sonnait vieille, distante. J'étais professeur. J'ai enseigné l'éthique et la littérature pendant 38 ans. Je lui ai enseigné la tragédie, l'hubris, la différence entre le bien et le mal. Ma gorge s'est fermée, ou du moins, je pensais l'avoir fait. Après son départ, Maître Durand s'est assis avec nous pendant une autre heure, expliquant ce qui viendrait ensuite. Mise en accusation, caution, audition, procès. À 2 heures, Patricia nous a aidés à faire nos sacs de nuit. Nous ne pouvions pas rester dans la maison. C'était encore une scène de crime active. Madame Martineau nous a accueillis, a installé Théo dans sa chambre d'amis, a préparé son canapé pour moi. Alors que je gisais dans le noir, j'ai entendu Théo pleurer à travers le mur. Des sanglots doux, étouffés. Je me suis levé, suis allé vers lui, l'ai tenu pendant qu'il pleurait pour son père, pour sa mère, pour tout ce qui s'était brisé. Je suis désolé, grand-papa, a-t-il chuchoté. Je suis désolé de t'avoir dit. Ne... Je l'ai tiré plus près. Ne sois jamais désolé de dire la vérité. Dehors, quelque part au loin, des feux d'artifice éclataient. Des gens célébraient encore une nouvelle année. À l'intérieur, dans le noir, nous pleurions la fin de tout ce que nous avions connu. Le procès a duré 3 semaines. J'y ai assisté chaque jour, assis au dernier rang de la salle d'audience, pendant que les procureurs exposaient ce que mon fils avait fait. Ils ont détaillé les dettes de jeu, les affaires immobilières ratées et une police d'assurance vie avec mon nom dessus et lui comme bénéficiaire. Les témoins experts ont décrit l'empoisonnement au monoxyde de carbone en termes cliniques. Ils ont expliqué que Théo et moi aurions dérivé dans le sommeil et n'aurions jamais su ce qui arrivait. L'avocat de la défense de Sébastien a plaidé la désespération, pas la malveillance, prétendant qu'il ne serait jamais allé jusqu'au bout. Mais la chaudière sabotée disait le contraire. Tout comme l'enregistrement du 15 et ma déposition. 3 heures à la barre, les yeux de mon fils fixés sur moi. Après, Maître Durand a serré mon épaule et a dit que j'avais fait ce qui était juste. Le jury a délibéré moins de 4 heures. Sébastien James Dubois a été déclaré coupable de tentative de meurtre. Camille a été déclarée coupable de complicité de tentative de meurtre et de mise en danger d'enfant. La condamnation est venue 1 semaine plus tard. Sébastien a reçu 25 ans. Camille a reçu 20 ans. Alors qu'il l'emmenait, Sébastien m'a regardé. Pas d'excuses, pas de remords, seulement de la colère. Ses lèvres ont formé des mots que je n'avais pas besoin d'entendre. C'est ta faute. Peut-être avait-il raison. Peut-être que j'avais échoué avec lui bien avant qu'il n'essaie de me tuer. Théo vit avec moi à plein temps maintenant. Le tribunal m'a accordé la garde. Nous avons construit de nouvelles routines. Petit déjeuner ensemble, devoir à la table de la cuisine, lecture avant le coucher. Je lui lis les chroniques de Narnia, surtout les parties sur le courage. 2 semaines après le procès, Théo a demandé pourquoi ses parents voulaient me faire du mal. Je lui ai dit que les gens font parfois des choix terribles quand ils ont peur et sont désespérés. Je lui ai dit que rien n'était de sa faute. Il a demandé si j'étais triste. J'ai dit tous les jours, mais aussi reconnaissant d'être vivant, d'être avec lui. Samedi dernier, j'ai visité la tombe d'Isabelle et lui ai dit que j'avais protégé notre petit-fils. J'ai laissé des tulipes et j'ai remarqué des crocus qui poussaient à travers le sol froid. Dimanche, Théo et moi avons planté un érable japonais dans le jardin, symbole de nouvelle croissance. Il a demandé s'il grandirait. Je lui ai dit qu'il le ferait si nous en prenions soin. Comme nous, a-t-il demandé. J'ai souri et j'ai dit « Oui ». Cette nuit-là, après que Théo s'est endormi, je me suis assis sur le perron pensant au choix. J'ai 67 ans. J'ai perdu mon fils, pas à la mort, mais à la cupidité. J'ai perdu la famille que je croyais avoir.
mais j'ai sauvé mon petit-fils. Je l'ai sauvé de mourir dans son sommeil et de grandir avec des parents qui valorisaient l'argent plus que la vie. Certains choix brisent votre cœur, mais ils sont quand même justes. J'ai enseigné la littérature pendant 38 ans. Parler de héros tragiques détruits par leurs défauts. Je n'ai jamais imaginé que je vivrais à l'intérieur de ces histoires moi-même, mais je l'ai fait, et je le referai. L'intégrité ne concerne pas le confort. Il s'agit de vérité et de montrer à la prochaine génération par les actions comment choisir le courage plutôt que la peur, même quand tout fait profondément mal. L'érable bourgeonne maintenant. Théo l'arrose chaque matin. Parfois je regarde de la fenêtre et vois non pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous avons sauvé, l'un l'autre, ensemble, encore debout, vivants. En repensant à ma vraie histoire, je vois un homme qui a ignoré les signes d'alarme, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas que votre petit-fils pleure de terreur, que la chaudière ait été sabotée, que la police enfonce votre porte pour réaliser que quelque chose va profondément mal dans votre famille. La plus grande leçon que j'ai apprise, et c'est ce que je veux partager avec vous tous, c'est que l'amour sans limite n'est pas de l'amour du tout. C'est de la complaisance. C'est le poison lent qui permet au mal de prospérer au nom de la loyauté familiale. Dieu nous a donné le discernement pour une raison. Il nous a donné le courage de protéger les innocents, même quand ça nous coûte tout. Quand j'étais enfermé dans cette salle de bain, téléphone tremblant dans ma main, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de me guider, de me donner la force. Et il a répondu, pas avec du réconfort, mais avec de la clarté. Parfois, la volonté de Dieu n'est pas douce. Parfois, elle exige que nous sacrifions ce que nous aimons le plus pour sauver ce qui importe davantage. Cette histoire vraie n'est pas seulement la mienne. C'est un avertissement. Surveillez les signes. Désespoir financier soudain. Questions sur les polices d'assurance. Des proches qui veulent soudain aider quand ils ne s'en sont jamais souciés avant. Faites confiance à vos instincts. Faites confiance à vos petits-enfants quand ils viennent vers vous avec des peurs. Et plus important encore, ayez confiance que Dieu vous donnera la force quand vous en aurez le plus besoin. J'ai entendu beaucoup d'histoires de grands-pères au fil des ans, mais je n'ai jamais imaginé que je deviendrais l'une d'elles. Ces moments d'histoire vraie ne sont pas censés divertir. Ils sont censés éduquer, vous préparer, vous rappeler que le mal ne ressemble pas toujours à un étranger dans le noir. Parfois, il ressemble à votre propre fils debout dans votre couloir, justifiant le meurtre parce qu'il est désespéré. Je prie Dieu chaque nuit pour que vous ne fassiez jamais face à ce que j'ai affronté. Mais si c'est le cas, je prie pour que vous ayez le courage de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Maintenant, j'ai besoin d'entendre de vous. Avez-vous déjà eu à choisir entre la loyauté familiale et faire ce qui est juste? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait sauver la vie de quelqu'un. Et si cela vous a ému, veuillez vous abonner à cette chaîne pour que plus de gens puissent apprendre de ces leçons. Appuyez sur ce bouton j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.